Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la 30e journée de la Liga, le Barça reçoit à domicile le Betis Séville. C'est une équipe qui est très en forme actuellement, qui est dans un bon momentum et qui est très forte. Là, on sort d'une qualification à l'arraché difficile contre l'Atlético Madrid, mais vu la victoire qui est au bout et vu la confiance que ça génère dans l'équipe, je pense que les joueurs seront gonflés à bloc pour ce match-là. Et dans cette vidéo, on va parler de pas mal de choses. On va parler de l'objectif du Barça pour ce match-là. On va parler du Betis Séville, qui est notre adversaire du week-end. On va parler de certains joueurs qui doivent forcément se reposer. On va parler également du cas Daniel Olmo, de l'inscription et tout, de tout ce qui se dit auprès de la Liga. Et on va finir par le traditionnel 11 idéal. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par l'objectif de ce match-là, qui est bien évidemment, encore une fois, les 3 points pour le Barça. De toute façon, il ne va plus falloir se poser de questions en cette fin de Liga. Il n'y a plus d'objectif, il faut gagner tous les matchs, absolument tous les matchs avant le Classico retour en Liga, en espérant bien évidemment aussi des faux pas du Real Madrid. Mais s'ils ne font pas de faux pas, il faut que nous, de notre côté, on gagne tous les matchs pour gagner la Liga, qui est largement à notre portée. Parce que si tu arrives à faire un sans faute avant le Classico, même en cas de défaite, tu restes devant le Real Madrid. Et si ils font des faux pas en temps, tu es vainqueur, tu capitalises dessus. Même si tu perds le Classico, tu auras encore plein de points en avance en fait. Donc ça passera déjà par une victoire dès ce samedi contre le Betis Séville de Pellegrini. Et parlons justement du Betis Séville qui, certes, on les a infligé un 5-1 vite fait en Copa del Rey la dernière fois. Mais il ne faut pas surestimer ce match-là parce que le Betis Séville, ça reste une équipe très cohérente et qui est en très grande forme en ce moment avec un Manuel Pellegrini à la baguette qui fait un excellent boulot avec cette équipe-là. Franchement, chapeau Latis. Et maintenant, information très importante pour ce match-là. Ils ont perdu Isco, qui est leur meneur de jeu, qui est le numéro 10. Ils l'ont perdu pour ce match-là. Il a reçu un carton jaune la dernière fois. Du coup, il sera suspendu pour ce match-là. Ça fait un danger en moins dans cette équipe-là. Mais il ne faut pas oublier que le Betis Séville, ce n'est pas que Isco. Actuellement, ils sont sur une très grande saison. Ils sont 6e en Liga. Et tenez-vous bien, sur les 6 derniers matchs en Liga, ils sont sur 6 victoires consécutives sur les 6 derniers matchs en Liga. Ça veut dire qu'ils enchaînent seulement les victoires depuis 6 matchs. Et il faut savoir que dans ces 6 victoires-là, ils ont également battu le Real Madrid à domicile 2-1. Et pour avoir suivi ce match-là, je pense qu'ils auraient mérité largement plus s'ils avaient été un peu plus efficaces devant les buts. Donc voilà, c'est une équipe qui est en pleine confiance. Ils ont un collectif de dingue avec pas mal de bons joueurs, que ce soit Marc Bartra qui est passé par le Barça qu'on connaît, Sabali, Cardoso qui est un joueur qui va donner sa vie, surtout contre le Barça, et surtout Monsieur le GOAT, Anthony, qui depuis qu'il a quitté Manchester United est totalement en confiance et s'est totalement relancé du côté du Betis Séville. Et ça va être intéressant de le voir aussi dans cette équipe-là. Sans Isco, je pense que ce sera à lui de reprendre le lead, ce sera à lui d'orienter ses coéquipiers, d'être un petit peu le joueur à la baguette de tout en fait. Donc franchement, c'est un joueur qui est revenu à un très bon niveau. Donc c'est un adversaire qui sera très sérieux pour le Barça avant d'aller défier Dortmund en Ligue des Champions. Néanmoins, il faut un repos obligé pour 2 joueurs. Et là, je pense que vous voyez tous de qui je veux parler. Ça fait un moment que j'en parle et que j'en reparle dans mes vidéos. Il s'agit tout simplement de Lamine Yamal et Jules Koundé. Je réclamais même déjà du repos pour eux depuis le retour de la trêve internationale où ils avaient enchaîné des prolongations avec leur pays. Et après ça, ils ont enchaîné 3 matchs également en 7 jours avec le Barça. Donc figurez-vous bien que la trêve internationale, ils ont joué 120 minutes de prolongation, les deux. Et après ça, ils ont enchaîné 3 matchs en 7 jours avec le Barça. Certes, il y a eu des sorties en fin de match et tout, mais bon, moi je considère qu'ils ont joué quand même l'intégralité des rencontres parce qu'ils ont enchaîné énormément de minutes. Et cette fois-ci, je suis désolé, peu importe l'adversaire. On bat les couilles, machin chouette, rien à foutre. Il faut les reposer tout simplement en fait parce que là, ça commence à faire beaucoup. Si tu commences à les faire enchaîner comme ça, il y a risque de blessure. Ils doivent se reposer car la semaine prochaine aussi, comme j'ai dit, l'enchaînement de matchs continue avec déjà Dortmund en Ligue des Champions et Leganés en Liga aussi. Donc
désolé, mais pour cette fois-ci, il faut forcément du repos si tu ne veux pas les perdre parce que là, si tu les fais encore enchaîner, en fait, je ne vois pas le prochain match où tu peux les faire reposer. Tu ne vas pas les faire reposer contre Dortmund ni contre les Ganes aussi derrière. Donc franchement, il faut qu'à un moment donné, ils se reposent en fait. Et je pense que là, c'est le match idéal, même si, comme je l'ai dit, c'est un adversaire très très sérieux en face. Là, si tu commences à encore les faire enchaîner, ça va être très très difficile. Et d'ailleurs, même la dernière fois contre l'Atlético Madrid, c'est un miracle que Lamine Yamal ne se soit pas blessé. Il s'est fait amocher quand même par Clément Lenglet contre l'Atlético Madrid. Et c'est une chance qu'il soit toujours sur pied à l'heure actuelle. Donc moi, je pense que ça y est là, la limite est franchie. Il faut les mettre au repos. On peut faire une équipe compétitive contre le Betis Séville sans ces deux joueurs-là. Et c'est ça également la beauté d'avoir un banc assez compétitif parce que tu as des remplaçants qui peuvent faire la différence en fait. Surtout quand on voit le niveau actuel de certains joueurs remplaçants, ça fait vachement plaisir et tu peux tourner en ayant la conscience tranquille en sachant que les remplaçants ne vont pas te plomber en fait. Parce que c'est ça aussi que Hansi Flick, je pense, à améliorer dans cette équipe-là. En début de saison, tu ne pouvais pas faire tourner. Qu'il vous souvienne le match contre Osasuna où on fait, je ne veux même pas dire une erreur de tourner, je ne veux pas dire que Hansi Flick fait une erreur de tourner, mais c'est qu'il manquait tellement de qualité sur le terrain à ce moment-là que forcément ce n'est plus du tout la même équipe. À l'époque, on avait un Gérard Martin qui n'était pas du tout en confiance, et Sergi Dominguez, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, le défenseur central de la Massacre qui est monté, qui n'était absolument pas au niveau. Il y avait plein de joueurs comme ça qui se perdaient encore. Mais là, tu as un banc assez compétitif et quand tu fais une rotation assez intelligente, tu peux forcément avoir une équipe compétitive. Et donc, même sans Lamine Yamal et même sans Jules Koundé, tu peux faire un 11 compétitif. Tu as Gavi, Firmino qui sont plus que corrects. Et encore que le Betis, ce n'est pas une équipe qui refuse le jeu en fait. C'est une équipe qui joue au foot. C'est une équipe qui va te laisser de l'espace. Donc, forcément, il y aura de l'espace à exploiter pour le Barça. Je ne m'en inquiète absolument pas. Maintenant, avant de passer au 11 idéal, comme je l'ai dit en intro, je vais parler rapidement du cas Dani Olmo et de son inscription. Et cette fois-ci, je vais apporter mon soutien total à la direction du Barça qui est constamment et sans cesse persécutée par Javier Tebas, président de la Liga, parce que oui, là, cette fois-ci, il a un vrai président au Barça. Il n'a plus Bartomeu, qui était son chien, qui disait pratiquement oui à tout ce qu'il voulait, en fait. Il a fait tout ce qu'il voulait de ce Barça-là. À l'époque, Tebas n'était pas vraiment en froid avec les dirigeants du Barça parce qu'il avait un président qui acceptait tout ce qu'il dit. Et aujourd'hui, là, c'est Laporta qui déjà a refusé le CVC dans un premier temps. Et ça lui a fait extrêmement mal. Il s'en sort très bien sans ce CVC-là. Même si, bon, c'est un peu difficile, les finances du Barça et tout. Et finalement, même la première inscription qui avait fait du bruit en janvier, avant la finale contre le Real Madrid, finalement, les documents envoyés par le Barça ont été validés par le CSD, qui est une organisation un peu plus différente, qui n'est pas forcément liée à la Liga et qui a dû faire le job de la Liga parce que la Liga avait refusé un temps. Donc, finalement, tu as un organisme assez extérieur à tout ça qui valide les documents. Et aujourd'hui, tu as la Liga qui souhaite encore remettre ses bâtons dans les roues du Barça en disant que finalement, ce n'est pas légitime ce que le Barça a fait et tout. Et franchement, honte à eux, tout simplement. Et surtout, moi, ce qui me dérange, c'est le fait de créer ces polémiques-là avant des matchs assez importants pour créer un bruit négatif assez néfaste. Ils avaient fait la même chose pour la finale de la Coupe du Roi en janvier, qu'ils vous souviennent, contre le Real Madrid. Là, ils refont la même chose lors de la demi-finale contre l'Atlético Madrid. Et franchement aussi, honte à pas mal de supporters du Barça qui sont en mode actuellement, on va taper sur la porte, on va l'insulter, on va dire qu'il est mauvais et tout. Il faut se rendre bien compte que c'est la Liga qui est en train de persécuter ce club-là, peu importe les efforts de Juan Laporta. Mais il a dit en conférence de presse avant l'Atlético Madrid, ils ne peuvent pas nous battre sur le terrain. Donc forcément, en dehors, ils cherchent à nous mettre de bâtons dans les roues, mais on va s'en sortir. En tout cas, quand tu vois des arbitres qui célèbrent, par exemple, le penalty raté de Dani Olmo, bref, il y a pas mal de choses que je peux comprendre, mais au moins, il faut assurer l'équité dans un championnat pour qu'il soit assez équilibré. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On revient dans le 11 idéal pour ce match-là. Et au goal, je mettrai Chesney. Encore une fois, en défense, je mettrai Hector Fort à droite, Jules Koundé au repos. Dans la centrale, je mettrai Araujo et Koubassi. Je mets Inigo au repos en vue du match contre Dortmund. Baldé à gauche, au milieu du terrain, De Jong qui n'a pas trop enchaîné ces derniers temps et Gavi dans le double pivot. Pedri, je le repose également parce qu'il a enchaîné les 3 matchs la dernière fois. Fermin Lopez dans ce poste de numéro 10 là.
Ferran Torres à droite qui est un poste où il se retrouve, ou alors à gauche avec Rafinha. En gros, Rafinha et Ferran Torres sur les côtés, maintenant les deux peuvent s'inverser. Et Lewandowski, je pense qu'avec ce 11-là, il y a quand même de matière à battre le Betis Séville, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.